Bonjour et bienvenue dans les bons plaisirs de France Culture. Au menu du jour, votre feuilleton quotidien, Comment réussir à échouer, interprété par Jackie Berroyer, la session musicale inédite de Mathieu Conquet, le voyage dans l'art de France de Jean-Marie Pérouse de Monclos, et Sylvie Hasbrook reviendra en fin d'émission sur une émotion revisitée de façon très subjective. En cette rentrée littéraire, comment choisissons-nous vraiment un livre ? L'art critique, le bouche à oreille, la promotion médiatique, la prescription d'un leader d'opinion guident nos choix. Mais nous sommes également influencés par la couverture d'un livre. Comment les éditeurs conçoivent-ils cette vitrine du livre ? Pourquoi les couvertures françaises de livres sont-elles plus austères que les anglo-saxonnes ? Est-ce que le livre numérique tuera à terme la couverture de livre ? Pourquoi les couvertures de poche sont-elles plus attractives que les couvertures en grand format ? Quelques éléments de réponse dans la seconde partie des bons plaisirs. Mais avant cela, je vous propose de nous pencher sur les plaisirs et contraintes de la sexualité féminine dans la Rome antique. Bonjour Virginie Giraud. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et vous publiez aux éditions Taillandier Les femmes et le sexe dans la Rome antique. Première question, Virginie Giraud, est-ce que la sexualité féminine représentée dans une série comme Rome, est-ce que cette sexualité est juste, historiquement, socialement ? C'est une vaste question, donc il faut garder à l'esprit évidemment que les péplums, les séries sont d'abord faits pour nous divertir, nous, public du 21e siècle, et donc il faut accrocher le public avec des choses un petit peu sexy, glamour, et donc on met en scène une sexualité qui relève davantage des poncifs, des clichés, mais qui n'est pas extrêmement réaliste, même si néanmoins on peut s'apercevoir que certaines scènes vont puiser un petit peu leur imaginaire dans la réalité. Par exemple, certaines scènes dont je me souviens dans la série Rome, où on voyait la fille du protagoniste principal dans un bordel bas de gamme, faisant tout un tas de passes dans la journée. Ça a pu exister, par exemple. Mais après, le côté très sexuel, omniprésent, les orgies, comme on peut voir dans le Satyricon, par exemple, ce vieux film italien que tout le monde connaît, ça, c'est vraiment ce qui relève d'une sexualité tout à fait fantasmée. Alors, dans votre ouvrage, vous analysez l'érotisme du point de vue féminin, mais en appliquant à l'érotisme la célèbre définition de Georges Bataille, l'activité sexuelle des hommes est érotique à chaque fois, qu'elle n'est pas rudimentaire, qu'elle n'est pas simplement animale. Vous vous intéressez à la sexualité féminine dans son ensemble, vous ne vous cantonnez pas aux actes sexuels. Tout à fait. Pour moi, ce qui était essentiel dans ce livre, c'était de comprendre à quoi ressemblait le quotidien des femmes. Et donc, je suis partie de la sexualité, vu que, en fait, votre statut social va définir ce que vous pouvez faire en termes de sexualité ou pas. Donc, c'était un thème de recherche qui était assez vaste, et je ne pouvais pas me cantonner uniquement aux pratiques sexuelles, puisque l'érotisme, c'est bien plus que ça. Ça passe aussi par plaire, donc l'art du maquillage, des vêtements. Qu'est-ce qu'une belle femme dans l'Antiquité ? C'était des questions que je me posais et auxquelles j'ai voulu répondre avec ce livre. Alors, le plus difficile dans ce genre d'enquête historique, c'est que l'érotisme relève, vous le disiez, d'une part de l'indicible, et puis d'autre part, les femmes n'ont laissé que très peu de témoignages sur leur vie sexuelle. Effectivement, il y a pas vraiment de femme auteure. On connaît une auteure pour l'Antiquité, qui est la poétesse Sulpicia, qui écrivait des très jolis poèmes d'amour, comme une adolescente de bonne famille qui fréquentait les cercles des poètes élégiaques. Mais autrement, on n'a que quelques rares témoignages de femmes, préservés notamment à travers les graffitis de Pompéi. Et encore, il est souvent difficile de dire si le graffiti vient d'une femme ou d'une autre personne. Donc il faut passer par le regard des hommes, en réalité, les médecins, les poètes, parfois des politiciens. Les législateurs aussi, qui vont pouvoir nous donner une vision de la société, et à travers ça, on va essayer de comprendre ce que ressentaient les femmes, mais à travers le regard des hommes. Et c'est là toute la difficulté d'un tel sujet. Quel est le cadre géographique de votre étude ? Vous n'avez pas réduit vos recherches à la ville de Rome ?
Non, parce que si je me réduisais à la ville de Rome, je n'aurais eu qu'une vision citadine des amours finalement. Et je voulais pouvoir embrasser un petit peu toutes les catégories sociales, en passant par la campagne, les esclaves, les petites villes, les villages. Et ça aurait été tellement dommage de se priver de Pompéi quand même. Alors ce que vous montrez avec beaucoup de clarté dans votre ouvrage, c'est que la sexualité féminine romaine est avant tout un enjeu social, mais comme ce fut le cas pour la sexualité des femmes tout au long des siècles. Oui, c'est vrai, c'est un enjeu social qui est particulièrement prégnant chez les Romains, puisque comme c'est une société à honneur, c'est sur les femmes que repose l'honneur de la famille. Donc si une femme se déshonore en ayant une relation adultère ou en ayant une relation hors mariage, elle jette l'opprobre sur toute sa famille en réalité. Mais ça, ce n'est valable que pour les matrones ou les futures matrones, c'est-à-dire les femmes nées libres, les citoyennes si l'on peut dire, mais ce n'est pas valable dans d'autres classes sociales. On se fiche de ce que peut faire une jeune esclave, par exemple, avec qui elle le fait, puisqu'elle n'a pas de dignité à défendre. Mais toutefois, une alternative est posée, soit devenir une mère chaste et respectable, ou bien être considérée comme une prostituée. Même si cette alternative est commandée par un très fort déterminisme social, le critère essentiel reste le comportement sexuel. Tout à fait. Mais l'alternative n'est pas si réelle, parce qu'en réalité, soit vous naissez dans une famille libre et la société, vos proches, tout le monde attend de vous que vous deveniez une matrone, et si vous dérogez à ça, si vous choisissez d'avoir une vie dissolue, vous êtes enregistré au bureau de l'édile comme étant une prostituée. Et ça, normalement, ça doit vous dissuader de le faire. Néanmoins, on sait que certaines femmes qui vivaient dans des conditions précaires pratiquaient occasionnellement la prostitution de manière plus ou moins visible, par exemple en ayant des amants avec la complicité du mari, et l'amant offrait des cadeaux et relevait un petit peu le niveau de vie de la famille. Mais si c'était découvert, on tombait sous le coup de la justice, le mari devenait un leno maritus, c'est-à-dire un mari macro, et la femme était dégradée en tant que prostituée. Si une matrone romaine se conduit de façon inappropriée, elle chute sexuellement, mais à contrario, une esclave affranchie, loyale, chaste, prude, peut se marier avec un citoyen romain. Tout à fait, mais dans certaines limites. Il faut effectivement, Quelles sont les limites? comme vous le soulignez, il faut qu'elle soit loyale, intègre, qu'elle ait eu bonne réputation, qu'elle n'ait pas pratiqué la prostitution et qu'elle ait été affranchie par son maître, soit pour se marier avec lui, soit avec un homme de son choix, mais qui recevra la caution du maître. Mais ce sont des cas qui sont possibles, mais qui sont relativement rares. En général, les affranchis se marient plutôt entre eux. Et une prostituée peut difficilement quitter sa condition. Pour elle, c'est terminé. Elle est souillée par l'infamie de son métier et il lui est impossible de devenir une matrone, sauf en de très rares cas, mais vraiment extrêmement rares. C'est le cas d'Hispala Faekenia, qui a dénoncé en fait le culte bachique en 186 comme étant extrêmement dangereux. C'est l'archétype de la prostituée loyale qui a aidé son maître à échapper à ce culte très dangereux qui était le culte de Bacchus. Et donc, elle est remerciée par les autorités politique en lui accordant le titre de matrone. Mais effectivement, on est dans quelque chose d'extrêmement rare et les prostituées dans la vie quotidienne ne pouvaient pas espérer une telle élévation sociale. Alors Virginie Giraud, vous le disiez tout à l'heure, ce sont évidemment les hommes qui codifient le comportement sexuel des Romaines. Ils codifient leur corps, leurs désirs, leurs devoirs sexuels. Tout cela est soumis à des règles, à la morale, à la coutume. Effectivement, donc la société est cadrée par les hommes et ce que les hommes souhaitent faire de cette société. Et donc, ils ont établi tout un tas de règles qui ont permis aux femmes de se créer une morale à laquelle elles devaient adhérer. Donc ça passe par deux étapes. La première, ce sont les mythes politiques, dans lesquels, dans mon livre, je fais une lecture féminine, c'est-à-dire je me suis demandé, mais ces mythes politiques que les hommes connaissent, qui les invitent à sauvegarder Rome, à protéger les citoyens, qu'est-ce que les femmes, elles, pouvaient en faire, puisqu'elles les connaissaient, ces mythes? Eh bien, en réalité, ces mythes les invitent à devenir, quand elles sont des matrones ou des futures matrones, des femmes chastes et dignes. Par exemple, le mythe de Lucrèce, que tout le monde connaît. Donc cette femme très digne, très belle, qui filait la laine tranquillement pendant que son mari Colatin allait faire la guerre, est vraiment l'archétype de la matrone idéale.
Et comme elle était très belle, très chaste, très pudique, le vilain prince, puisque le prince c'est toujours le mauvais personnage dans la République, dans l'idée des Romains en fait, la tyrannie c'est quelque chose qui est porté par les rois, décide de déshonorer Lucrèce. Donc il la viole et du coup elle se retrouve souillée. Et son mari et son père, qui savent très bien qu'elle est chaste et donc qu'elle n'a pas séduit le prince, lui disent de continuer à vivre pour pouvoir se défendre contre son déshonneur. Mais elle refuse. Elle préfère se suicider en disant que aucune femme ne pourra dire qu'elle survit à un viol en se revendiquant de Lucrèce. Et donc elle se suicide et par là devient le symbole de la ville de Rome, outragée par les tyrans et qui va devoir donc se battre contre ces tyrans. Mais pour les femmes, l'aspect important, c'est vraiment ça. C'est si je suis violée, je dois me suicider, parce que ce n'est que par le sang que je peux réparer un tel crime. Alors les règles de l'économie sexuelle ne sont pas les mêmes depuis la fondation de Rome jusqu'à sa chute, et vous avez circonscrit votre étude au début de l'Empire, c'est-à-dire entre l'accession au pouvoir des Julio-Claudiens jusqu'à la fin des Flaviens, c'est-à-dire entre 27 avant notre ère et 96. Effectivement, c'est une période qui... Pourquoi avoir choisi cette période ? Elle est extrêmement intéressante puisque c'est une période que certains appellent l'émancipation féminine. On est à la fin de la République, à un moment où le futur empire devient extrêmement prospère. Auguste accède à l'empire, il n'y a plus de problèmes politiques, les guerres civiles sont terminées. Et donc, les femmes essayent d'en profiter pour prendre un peu plus de liberté au quotidien, portée par des figures de proue comme Claudia, qui est la lesbie du poète Catulle. Mais encore une fois, ce sont des femmes qui appartiennent à l'aristocratie, qui sont très riches, libres, qui ne sont pas dépendantes des hommes, et qui représentent un petit peu un écran de fumée en réalité. Parce que quand vous êtes une plébéienne lambda, que vous devez travailler pour vivre, vous n'avez pas accès à cette liberté. Alors, le contexte, vous le disiez, social et politique, permet aux femmes les plus privilégiées de desserrer le carcan de la coutume. Il règne un climat de débauche ambiante, d'infidélité. Mais le paradoxe, c'est que la législation des Julio-Claudiens et des Flaviens font constamment référence aux valeurs ancestrales. Effectivement, le mos maiorum, donc c'est la coutume des ancêtres, est ce qui est essentiel dans l'Antiquité romaine. On doit vivre selon les bonnes mœurs qui ont été fixées par nos ancêtres. Donc les gens doivent s'y plier et la législation va dans ce sens-là. Néanmoins, pour essayer de relancer la natalité qui est en berne au 1er siècle, puisqu'on constate bien que la population n'augmente pas beaucoup quand on fait des études approfondies, Auguste a l'idée de libérer les femmes du joug des hommes en leur donnant une véritable émancipation financière et juridique si elles ont eu 3 enfants. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez perfide en réalité, puisque il faut avoir au moins 3 grossesses, 3 enfants qui vivent au moins en bas âge. Ça vous prend quand même un certain temps, en sachant que les grossesses sont quelque chose de très périlleux, de même que les accouchements. On a 5 à 10% de taux de mortalité quand même à chaque accouchement, ce qui n'est pas négligeable. Et donc il faut risquer sa vie en tant que bonne citoyenne pour espérer devenir une femme émancipée. Virginie Giraud, pour Pierre Grimal, l'histoire de Rome commence par un roman d'amour. Romulus est le fils d'une Vestale, Rhea Silvia, qui n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Elle tombe enceinte sans le savoir du dieu Mars. Oui, c'est une très jolie phrase de Pierre Grimal que je tenais à reprendre dans mon livre, effectivement. Rhea Silvia est elle aussi un symbole. Tout le monde, quand on s'intéresse à l'Antiquité romaine, sait que les Vestales jouent un rôle essentiel dans la cité. Leur travail, c'est de garder le feu de Vesta allumé en permanence et de servir cette déesse du foyer pour que la déesse assure la pérennité de Rome.
Et comme Vesta est une déesse chaste, une déesse qui refuse les amours, ses servantes doivent être des femmes elles aussi parfaitement chastes et pures à tout point de vue, pas uniquement au niveau sexuel, mais également au niveau social. Elles ne doivent être souillées ni par la mort, ni par d'autres choses, ni par une quelconque forme de violence. Et donc, le sexe est prohibé, puisque le sexe est une forme de violence et de souillure, comme l'a très bien montré Georges Bataille dans son étude. Et donc, notre Rhea Silvia est faite vestale par son oncle qui a chassé... Amulius ? C'est ça, Amulius, qui a chassé le père de Rhea Silvia du pouvoir, d'Albe la Longue, et il fait de sa nièce une vestale pour qu'elle n'ait jamais d'enfant. Donc il prétend avoir quelque égard pour elle, comme ça, en lui donnant cette fonction extrêmement importante, mais au moins il était tranquille. Malheureusement, le mythe nous raconte que Rhea Silvia, qui partait dans les bois chercher de l'eau pour les ablutions des objets sacrés, s'assoupit et Mars la trouve et la féconde. Elle ne s'en rend même pas compte, il faut croire que Mars est un amant discret. Et donc, elle tombe enceinte, ce qui embête bien Amulius, et lorsqu'elle accouche, Vesta, qui sait que ses enfants, donc Romulus et Rémus, vont avoir un grand destin, se cache les yeux, dit-on, pour ne pas voir sa servante accoucher. Et Amulius prend les 2 bébés et les met dans un panier qu'il laisse dans le Tibre. Ça rappelle un petit peu l'histoire de Moïse d'ailleurs. Et les 2 enfants sont trouvés par un berger, Faustulus, et ces 2 enfants vont être nourris par la suite par Acca Larentia, qui est la louve romaine, mais parce que c'est une prostituée en réalité. C'est un jeu de mots romain. La louve, c'est la prostituée, et donc elle est devenue l'image d'une louve animale dans l'iconographie romaine. Et Rhea Silvia restera le modèle à suivre. Expliquez-nous pourquoi. En quoi Rhea Silvia, son histoire a eu des conséquences sur la conception sexuelle des Romains ? En dépit du fait qu'elle soit une vestale, c'est une femme qui est intéressante d'un point de vue moral parce qu'elle met au monde des enfants qui vont fonder Rome et donc se mettre au service de Rome. Notamment Romulus qui va fonder la cité, même s'il tue son frère Rémus, on lui pardonnera. Mais en tous les cas, c'est ça que les femmes romaines doivent retenir. C'est que leur rôle, comme Rhea Silvia, est de mettre au monde des enfants qui vont servir la cause de Rome. Alors à quoi ressemble la romaine idéale ? La première des qualités reste la vertu. Pourtant, la vertu est une qualité éminemment masculine. Oui, là aussi, les Romains ont un esprit assez amusant parce que le mot vertu vient du latin virtus, qui est basé sur le mot vir, qui signifie homme. Donc la vertu est par essence quelque chose de masculin. D'ailleurs, on voit dans le récit de Tite-Live qui nous parle de Lucrèce que Lucrèce a une âme virile, tellement elle est parfaite, tellement elle a une dignité très, très haute. Ce n'est même plus vraiment une femme en réalité. Et donc, on demande aux femmes d'être vertueuses à tout point de vue, mais c'est difficile pour elles, puisque les femmes ont plein de défauts, c'est leur nature. Eh bien, parce que effectivement, la matrone modèle ne doit être ni querelleuse, ni dépensière, ni colérique. Elle doit contrôler ses passions, son langage, et puis elle doit être également docile, gentille, sobre. C'est la femme au foyer parfaite, en fait, qu'on attend, qui soit un soutien discret mais présent pour son mari, qui gère correctement sa maison, qui sait donner du travail aux esclaves, et qui est discrète aussi, qui se souvient en permanence que son travail est de s'occuper de son foyer, de rester dans la sphère privée, et de ne jamais aller s'ingérer dans la sphère publique. Évidemment, certaines femmes, surtout au 1er siècle, vont en avoir marre de cette idéologie et vont tenter de s'ingérer dans la sphère publique. Et une telle femme est qualifiée de pudica. La reine des vertus, ça reste tout de même la chasteté. Mais la chasteté n'est pas l'abstinence sexuelle. Tout à fait. Ça aussi, c'est une particularité qu'il faut bien comprendre dans l'esprit des Romains. La castitas, la chasteté, c'est un état de pureté. Mais ce n'est pas la chasteté au sens où on l'entend aujourd'hui, qui implique la privation de sexualité. Donc, une femme chaste, une matrone chaste, c'est une femme qui a des rapports sexuels avec son mari dans le but d'avoir des enfants. Oui, parce que la fécondité reste la qualité physique essentielle d'une femme. Pour l'homme romain, la capacité à procréer commande le choix d'une femme, d'une épouse. Oui, une femme doit être féconde, c'est là son rôle principal, du moins quand elle est une digne épouse, évidemment. On ne demandera pas à une prostituée d'avoir des enfants, ce serait beaucoup plus gênant.
Et par contre, on a l'éloge d'une matrone qui est une longue inscription funéraire qu'on a retrouvée, qui nous parle d'une femme qui s'appelait Touria et qui, en dépit du fait qu'elle était stérile, a été gardée par son mari parce que leur amour était extrêmement fort. Et c'est une belle histoire que les historiens se racontent entre eux, parce qu'elle dénote finalement avec le contexte social de l'époque. Alors dans votre ouvrage, vous donnez l'exemple de ce médecin Soranos qui donne des astuces pour le futur marié, pour choisir sa fiancée. Elle doit par exemple ne pas être trop masculine, trop grosse, ni trop molle. Et puis elle doit avoir par exemple une bonne digestion. Oui, Soranos d'Éphèse est un médecin du IIe siècle qui travaille essentiellement pour l'aristocratie et qui ne perd pas de vue que ses clients veulent avoir des enfants. Donc il donne effectivement ses conseils qui n'existent pas dans l'autre sens. On ne sait pas reconnaître un homme fécond de prime abord, mais en tous les cas, les hommes doivent savoir que la femme avec qui ils vont se marier est potentiellement féconde. Et pour ça, on donne des petits aspects physiques, mais qui relèvent aussi d'une certaine forme de beauté, puisque une femme d'apparence féminine sera perçue comme une femme féconde, mais dans le fond, c'est toujours vrai aujourd'hui. Alors, à Rome, revenons quand même à la stérilité qui est un motif de répudiation. Tout à fait. Donc une femme stérile pourra être répudiée et il faut savoir évidemment que quand on n'a pas d'enfant dans un couple, on montre du doigt l'épouse en général. Un homme sera considéré uniquement stérile s'il est impuissant. Tout est relié en fait au niveau du phallus. S'il n'est pas capable de faire son devoir conjugal, il est stérile, mais on ne dira jamais qu'un homme qui peut faire l'amour avec sa femme est stérile. Ça, ce n'est pas possible. Mais alors, quelle est la place laissée au plaisir féminin dans un tel cadre conjugal ? Alors, les femmes mariées ne sont pas censées éprouver énormément de plaisir dans le cadre de leur rapport intime avec leur mari. Il n'est pas proscrit ce plaisir, mais il ne doit pas être recherché. S'il vous tombe dessus par hasard, c'est très bien, vous avez de la chance, mais vous n'avez pas à le rechercher particulièrement. D'où une grande méfiance pour le clitoris, par exemple. Par exemple, le seul auteur antique qui nous laisse entendre qu'une femme peut avoir un plaisir au niveau du clitoris, c'est le poète Ovide, mais qui le dit de manière extrêmement pudique, en disant aux hommes qu'il faut qu'ils trouvent l'endroit où la femme aime à être caressée, et ensuite il décrit quelque chose qui semble ressembler à l'orgasme. Mais c'est le seul, et c'est quelqu'un qui a une approche de l'amour très, très charnelle, qui tient beaucoup à la séduction, et qui s'adresse à un public particulier, c'est-à-dire un public soit de prostituées, soit de gens, d'hommes essentiellement, qui cherchent à séduire, donc de jeunes hommes qui rencontrent des femmes. Mais encore une fois, c'est le genre de lecture qu'une bonne matrone n'est pas censée avoir. Quels sont les critères de beauté d'une femme dans la période que vous avez étudiée dans votre ouvrage ? Alors, c'était très difficile de trouver un visage type de la beauté. Donc, j'ai écumé un certain nombre de livres pour essayer de dresser ce portrait robot. La chevelure, d'abord ? Tout d'abord, comme dans beaucoup de sociétés, la chevelure est essentielle. C'est la chevelure qui fait la femme. Donc elle doit être longue, abondante, brillante, soyeuse, tous les adjectifs de beauté qu'on peut prêter à la chevelure. Elle est à la fois, cette chevelure, source de magie et de désir amoureux. Tout à fait. La chevelure, c'est ce qui fascine les hommes, du moins dans l'imaginaire collectif et pas que chez les Romains d'ailleurs. Et donc, les femmes mariées, elles, sont invitées à coiffer leurs cheveux sous la forme de chignons ou d'autres types de coiffures pour essayer d'annihiler un petit peu ce pouvoir magique de la chevelure. Alors, parmi les autres critères de beauté, le visage, un beau visage, est un visage au teint blanc, frais, brillant, sans imperfection. Et Ovide a d'ailleurs laissé des recettes de beauté. Oui, tout à fait. Ovide, qui pense beaucoup aux femmes, a écrit un livre qui s'appelle Les remèdes pour le visage. Et donc, il donne tout un tas de recettes pour avoir un teint blanc et frais, avec des choses assez étonnantes qui passent par des masques à la mie de pain ou à la lie de vin. Et d'autres auteurs parlent d'un masque à base de suc contenu dans la toison des brebis qui révulsait les narines les plus téméraires. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre de leur efficacité. Merci beaucoup Virginie Giraud d'être venue dans Les Bons Plaisirs. Je recommande très vivement votre ouvrage passionnant Les femmes et le sexe dans la Rome antique qui vient de paraître aujourd'hui chez Taillandier. Merci beaucoup Virginie Giraud d'être venue. Merci.
En attendant le journal de la rédaction à 12h30, je vous propose de partager un plaisir extrait de l'essai du psychologue américain Paul Václavic, Comment réussir à échouer, un feuilleton en partenariat avec les éditions du Seuil et Psychologie Magazine, interprété par Jackie Berroyer et mis en onde par Somanina. Triste dimanche. Dommage que l'histoire d'Abou Bakr et du chat ne nous dise pas s'il était aussi gentil avec lui-même, car il y a des gens qui ne se considèrent pas comme dignes de leur amour. De prime abord, cela peut sembler invraisemblable, et déjà la Bible se préoccupe du contraire en nous demandant d'aimer notre prochain, au moins comme nous-mêmes. Mais ce n'était pas précisément le cas de János Janko, un Hongrois de la ville de Városnyászá. Certes, il n'était pas vraiment un philanthrope, mais il était tout de même de ces rares individus qui n'ont quasiment pas d'ennemis. Il était assez vieux pour avoir vécu l'histoire cauchemardesque de son pays depuis les années 30. En 1956, il trouva le moyen de s'échapper et commença à mener une existence raisonnablement satisfaisante dans le pays où le destin l'avait conduit. On pourrait dire que sa vie était devenue une solitude confortable. Mais tout changea brusquement le matin de son 55e anniversaire. En se réveillant, il avait dans l'oreille, probablement lui venait-elle d'un rêve, la mélancolique mélodie tzigane « Triste dimanche ». Et pendant des heures, il ne parvint pas à s'en débarrasser. Vous ne connaissez peut-être pas l'abominable histoire de cette mélodie. Pendant les années d'adolescence de János Janko, on la considérait comme responsable d'une véritable vague de suicides dans ce pays dont les habitants avaient toujours eu un penchant pour ce type d'ultra-solution, si bien qu'il fut finalement interdit de la jouer en public. Il va sans dire que cette solution ne fit que rendre Triste dimanche encore plus célèbre. Janko ressentit alors le besoin de faire le point sur sa vie. C'était comme si sa paix intérieure se révélait n'avoir été qu'un armistice, comme s'il y avait toujours eu un conflit latent qui maintenant éclatait au grand jour. János Janko n'avait conscience que d'un sentiment de vide et d'une haine grandissante à l'égard de lui-même qu'il n'avait jamais ressenti avec une telle intensité pour personne. Qu'il se sente aussi vaguement menacé, qu'il perde du poids et ne puisse dormir, tout cela n'était que d'inexplicables effets secondaires. La solution était la mort. Il avait choisi le pistolet pour la mettre à exécution. Janko avait désormais pris une décision ferme, une décision qui faisait d'une simple humeur un fait imminent. C'est alors qu'il se souvint tout à coup avoir déjà été 2 fois près de ce seuil. Il arriva qu'un jour, son médecin lui découvrit une grosseur ne pouvant en toute bonne conscience exclure une tumeur. Il demanda qu'un examen des tissus fût pratiqué. Pendant 48 heures, Janko dut attendre le rapport du pathologiste. Soudain, sa froide détermination avait disparu. Soudain, la mort ne lui semblait plus une solution. Seule la vie comptait. Et cela fut pour lui une surprise extraordinaire. La seule possibilité d'une mort imminente engendra en lui le respect de la vie. Et il garda ce même sentiment quand il apprit que la grosseur était bénigne et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. L'autre expérience appartenait à un passé plus lointain. Elle remontait à ces années où non seulement il se trouvait, comme beaucoup d'autres, privé de l'essentiel, mais aussi où la survie était diaboliquement menacée de 3 façons différentes. D'abord par les occupants de son pays et par la solution finale qu'ils mettaient en pratique, ensuite par leurs ennemis qui ne cessaient d'avancer, enfin par les tapis de bombes posés chaque nuit par ceux qui seuls pouvaient espérer rétablir un monde libre et sain. Il y avait à ce moment-là aussi un pistolet, mais c'était seulement maintenant qu'il se rendait compte que pas une fois, pendant ces mois de faim et de terreur, il n'avait pensé à l'absurdité du monde. Une seule chose comptait alors, survivre. Ce n'est qu'après que ces réminiscences lui furent venues à l'esprit que, malgré son désespoir et son dégoût, il lui devint évident que se transformer en cadavre n'était pas une solution. Ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait désespérément, c'était quelque chose de complètement différent, un changement radical. Alors il rejeta l'ultra-solution du pistolet et au même moment se remit au service de la négantropie, exprimée moins scientifiquement,
Il sortit de l'opposition manichéenne entre le vide de la vie et le vide de la mort et commença une labyrinthique quête du sens. C'était Comment réussir à échouer de Paul Václavic, un feuilleton en partenariat avec les éditions du Seuil et Psychologie Magazine, interprété par Jackie Berroyer et mis en ondes par Somanina. Et je vous recommande le portail de la fiction de France Culture, fiction avec un s.franceculture.fr. Dire qu'elle survit à un viol en se revendiquant de Lucrèce. Et donc elle se suicide et par là devient le symbole de la ville de Rome, outragée par les tyrans et qui va devoir donc se battre contre ces tyrans. Mais pour les femmes, l'aspect important, c'est vraiment ça. C'est si je suis violée, je dois me suicider, parce que ce n'est que par le sang que je peux réparer un tel crime. Alors les règles de l'économie sexuelle ne sont pas les mêmes depuis la fondation de Rome jusqu'à sa chute. Et vous avez circonscrit votre étude au début de l'Empire, c'est-à-dire entre l'accession au pouvoir des Julio-Claudiens jusqu'à la fin des Flaviens, c'est-à-dire entre 27 avant notre ère et 96. Effectivement, c'est une période qui... Pourquoi avoir choisi cette période ? Elle est extrêmement intéressante puisque c'est une période que certains appellent l'émancipation féminine. On est à la fin de la République, à un moment où le futur empire devient extrêmement prospère. Auguste accède à l'empire, il n'y a plus de problèmes politiques, les guerres civiles sont terminées. Et donc, les femmes essayent d'en profiter pour prendre un peu plus de liberté au quotidien, portée par des figures de proue comme Claudia, qui est la lesbie du poète Catulle. Mais encore une fois, ce sont des femmes qui appartiennent à l'aristocratie, qui sont très riches, libres, qui ne sont pas dépendantes des hommes, et qui représentent un petit peu un écran de fumée en réalité. Parce que quand vous êtes une plébéienne lambda, que vous devez travailler pour vivre, vous n'avez pas accès à cette liberté. Alors, le contexte, vous le disiez, social et politique, permet aux femmes les plus privilégiées de desserrer le carcan de la coutume. Il règne un climat de débauche ambiante, d'infidélité. Mais le paradoxe, c'est que la législation des Julio-Claudiens et des Flaviens font constamment référence aux valeurs ancestrales. Effectivement, le mos maiorum, donc c'est la coutume des ancêtres, est ce qui est essentiel dans l'Antiquité romaine. On doit vivre selon les bonnes mœurs qui ont été fixées par nos ancêtres. Donc les gens doivent s'y plier et la législation va dans ce sens-là. Néanmoins, pour essayer de relancer la natalité qui est en berne au 1er siècle, puisqu'on constate bien que la population n'augmente pas beaucoup quand on fait des études approfondies, Auguste a l'idée de libérer les femmes du joug des hommes en leur donnant une véritable émancipation financière et juridique si elles ont eu 3 enfants. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez perfide en réalité, puisque il faut avoir au moins 3 grossesses, 3 enfants qui vivent au moins en bas âge. Ça vous prend quand même un certain temps, en sachant que les grossesses sont quelque chose de très périlleux, de même que les accouchements. On a 5 à 10% de taux de mortalité quand même à chaque accouchement, ce qui n'est pas négligeable. Et donc il faut risquer sa vie en tant que bonne citoyenne pour espérer devenir une femme émancipée. Virginie Giraud, pour Pierre Grimal, l'histoire de Rome commence par un roman d'amour. Romulus est le fils d'une Vestale, Rhea Silvia, qui n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Elle tombe enceinte sans le savoir du dieu Mars. Oui, c'est une très jolie phrase de Pierre Grimal que je tenais à reprendre dans mon livre, effectivement. Rhea Silvia est elle aussi un symbole. Tout le monde, quand on s'intéresse à l'Antiquité romaine, sait que les Vestales jouent un rôle essentiel dans la cité. Leur travail, c'est de garder le feu de Vesta allumé en permanence et de servir cette déesse du foyer pour que la déesse assure la pérennité de Rome.
Et comme Vesta est une déesse chaste, une déesse qui refuse les amours, ses servantes doivent être des femmes elles aussi parfaitement chastes et pures à tout point de vue, pas uniquement au niveau sexuel, mais également au niveau social. Elles ne doivent être souillées ni par la mort, ni par d'autres choses, ni par une quelconque forme de violence. Et donc, le sexe est prohibé, puisque le sexe est une forme de violence et de souillure, comme l'a très bien montré Georges Bataille dans son étude. Et donc notre Rhea Silvia est faite vestale par son oncle qui a chassé Amulius. C'est ça, Amulius, qui a chassé le père de Rhea Silvia du pouvoir, d'Albe la Longue, et il fait de sa nièce une vestale pour qu'elle n'ait jamais d'enfant. Donc il prétend avoir quelque égal les villages, et ça aurait été tellement dommage de se priver de Pompéi quand même. Alors ce que vous montrez avec beaucoup de clarté dans votre ouvrage, c'est que la sexualité féminine romaine est avant tout un enjeu social, mais comme ce fut le cas pour la sexualité des femmes tout au long des siècles. Oui, c'est vrai, c'est un enjeu social qui est particulièrement prégnant chez les Romains, puisque comme c'est une société à honneur, c'est sur les femmes que repose l'honneur de la famille. Donc si une femme se déshonore en ayant une relation adultère ou en ayant une relation hors mariage, elle jette l'opprobre sur toute sa famille en réalité. Mais ça, ce n'est valable que pour les matrones ou les futures matrones, c'est-à-dire les femmes nées libres, les citoyennes si l'on peut dire, mais ce n'est pas valable dans d'autres classes sociales. On se fiche de ce que peut faire une jeune esclave par exemple, avec qui elle le fait, puisqu'elle n'a pas de dignité à défendre. Mais toutefois, une alternative est posée, soit devenir une mère chaste et respectable, ou bien être considérée comme une prostituée. Même si cette alternative est commandée par un très fort déterminisme social, le critère essentiel reste le comportement sexuel. Tout à fait. Mais l'alternative n'est pas si réelle, parce qu'en réalité, soit vous naissez dans une famille libre et la société, vos proches, tout le monde attend de vous que vous deveniez une matrone, et si vous dérogez à ça, si vous choisissez d'avoir une vie dissolue, vous êtes enregistré au bureau de l'édile comme étant une prostituée. Et ça, normalement, ça doit vous dissuader de le faire. Néanmoins, on sait que certaines femmes qui vivaient dans des conditions précaires pratiquaient occasionnellement la prostitution de manière plus ou moins visible, par exemple en ayant des amants avec la complicité du mari, et l'amant offrait des cadeaux et relevait un petit peu le niveau de vie de la famille. Mais si c'était découvert, on tombait sous le coup de la justice, le mari devenait un leno maritus, c'est-à-dire un mari macro, et la femme était dégradée en tant que prostituée. Si une matrone romaine se conduit de façon inappropriée, elle chute sexuellement, mais à contrario, une esclave affranchie, loyale, chaste, prude, peut se marier avec un citoyen romain. Tout à fait, mais dans certaines limites. Il faut effectivement... Quelles sont les limites ? Comme vous le soulignez, il faut qu'elle soit loyale, intègre, qu'elle ait eu bonne réputation, qu'elle n'ait pas pratiqué la prostitution et qu'elle ait été affranchie par son maître, soit pour se marier avec lui, soit avec un homme de son choix, mais qui recevra la caution du maître. Mais ce sont des cas qui sont possibles, mais qui sont relativement rares. En général, les affranchis se marient plutôt entre eux. Et une prostituée peut difficilement quitter sa condition. Pour elle, c'est terminé. Elle est souillée par l'infamie de son métier et il lui est impossible de devenir une matrone, sauf en de très rares cas, mais vraiment extrêmement rares. C'est le cas d'Hispala Faekenia, qui a dénoncé en fait le culte bachique en 186 comme étant extrêmement dangereux. C'est l'archétype de la prostituée loyale qui a aidé son maître à échapper à ce culte très dangereux qu'était le culte de Bacchus. Et donc, elle est remerciée par les autorités politique en lui accordant le titre de matrone. Mais effectivement, on est dans quelque chose d'extrêmement rare et les prostituées dans la vie quotidienne ne pouvaient pas espérer une telle élévation sociale. Alors Virginie Giraud, vous le disiez tout à l'heure, ce sont évidemment les hommes qui codifient le comportement sexuel des Romaines. Ils codifient leur corps, leurs désirs, leurs devoirs sexuels. Tout cela est soumis à des règles, à la morale, à la coutume. Effectivement, donc la société est cadrée par les hommes et ce que les hommes souhaitent faire de cette société. Et donc, ils ont établi tout un tas de règles qui ont permis aux femmes de se créer une morale à laquelle elles devaient adhérer.
Donc ça passe par 2 étapes. La première, ce sont les mythes politiques, dans lesquels, dans mon livre, je fais une lecture féminine, c'est-à-dire je me suis demandé, mais ces mythes politiques que les hommes connaissent, qui les invitent à sauvegarder Rome, à protéger les citoyens, qu'est-ce que les femmes, elles, pouvaient en faire, puisqu'elles les connaissaient, ces mythes? Eh bien, en réalité, ces mythes les invitent à devenir, quand elles sont des matrones ou des futures matrones, des femmes chastes et dignes. Par exemple, le mythe de Lucrèce, que tout le monde connaît. Donc cette femme très digne, très belle, qui filait la laine tranquillement pendant que son mari Colatin allait faire la guerre, est vraiment l'archétype de la matrone idéale. Et comme elle était très belle, très chaste, très pudique, le vilain prince, puisque le prince c'est toujours le mauvais personnage dans la République, dans l'idée des Romains en fait, la tyrannie c'est quelque chose qui est porté par les rois, décide de déshonorer Lucrèce. Donc il la viole et du coup elle se retrouve souillée. Et son mari et son père, qui savent très bien qu'elle est chaste et donc qu'elle n'a pas séduit le prince, lui disent de continuer à vivre pour pouvoir se défendre contre son déshonneur. Mais elle refuse, elle préfère se suicider en disant que aucune femme ne pourra dire. Bonjour et bienvenue dans les bons plaisirs de France Culture. Au menu du jour, votre feuilleton quotidien, Comment réussir à échouer, interprété par Jackie Royer, la session musicale inédite de Mathieu Conquet, le voyage dans l'art de France de Jean-Marie Pérouse de Monclos, et Sylvie Hasbrouck reviendra en fin d'émission sur une émotion revisitée de façon très subjective. En cette rentrée littéraire, comment choisissons-nous vraiment un livre? L'art critique, le bouche à oreille, la promotion médiatique, la prescription d'un leader d'opinion guide nos choix. Mais nous sommes également influencés par la couverture d'un livre. Comment les éditeurs conçoivent-ils cette vitrine du livre? Pourquoi les couvertures françaises de livres sont-elles plus austères que les anglo-saxonnes? Est-ce que le livre numérique tuera à terme la couverture de livre? Pourquoi les couvertures de poche sont-elles plus attractives que les couvertures en grand format? Quelques éléments de réponse dans la seconde partie des bons plaisirs. Mais avant cela, je vous propose de nous pencher sur les plaisirs et contraintes de la sexualité féminine dans la Rome antique. Bonjour Virginie Giraud. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et vous publiez aux éditions Taillandier Les femmes et le sexe dans la Rome antique. Première question, Virginie Giraud, est-ce que la sexualité féminine représentée dans une série comme Rome, est-ce que cette sexualité est juste, historiquement, socialement ? C'est une vaste question, donc il faut garder à l'esprit évidemment que les péplums, les séries sont d'abord faits pour nous divertir, nous, public du 21e siècle, et donc il faut accrocher le public avec des choses un petit peu sexy, glamour, et donc on met en scène une sexualité qui relève davantage des poncifs, des clichés, mais qui n'est pas extrêmement réaliste, même si néanmoins on peut s'apercevoir que certaines scènes vont puiser un petit peu leur imaginaire dans la réalité. Par exemple, certaines scènes dont je me souviens dans la série Rome, où on voyait la fille du protagoniste principal dans un bordel bas de gamme, faisant tout un tas de passes dans la journée. Ça a pu exister, par exemple. Mais après, le côté très sexuel, omniprésent, les orgies, comme on peut voir dans le Satyricon, par exemple, ce vieux film italien que tout le monde connaît, ça, c'est vraiment ce qui relève d'une sexualité tout à fait fantasmée. Alors, dans votre ouvrage, vous analysez l'érotisme du point de vue féminin, mais en appliquant à l'érotisme la célèbre définition de Georges Bataille, l'activité sexuelle des hommes est érotique à chaque fois, qu'elle n'est pas rudimentaire, qu'elle n'est pas simplement animale. Vous vous intéressez à la sexualité féminine dans son ensemble, vous ne vous cantonnez pas aux actes sexuels.
Tout à fait. Pour moi, ce qui était essentiel dans ce livre, c'était de comprendre à quoi ressemblait le quotidien des femmes. Et donc, je suis partie de la sexualité, vu que, en fait, votre statut social va définir ce que vous pouvez faire en termes de sexualité ou pas. Donc, c'était un thème de recherche qui était assez vaste, et je ne pouvais pas me cantonner uniquement aux pratiques sexuelles, puisque l'érotisme, c'est bien plus que ça. Ça passe aussi par plaire, donc l'art du maquillage, des vêtements. Qu'est-ce qu'une belle femme dans l'Antiquité? C'était des questions que je me posais et auxquelles j'ai voulu répondre avec ce livre. Alors, le plus difficile dans ce genre d'enquête historique, c'est que l'érotisme relève, vous le disiez, d'une part de l'indicible, et puis d'autre part, les femmes n'ont laissé que très peu de témoignages sur leur vie sexuelle. Effectivement, il y a pas vraiment de femme auteure. On connaît une auteure pour l'Antiquité, qui est la poétesse Sulpicia, qui écrivait des très jolis poèmes d'amour, comme une adolescente de bonne famille qui fréquentait les cercles des poètes élégiaques. Mais autrement, on n'a que quelques rares témoignages de femmes, préservés notamment à travers les graffitis de Pompéi. Et encore, il est souvent difficile de dire si le graffiti vient d'une femme ou d'une autre personne. Donc il faut passer par le regard des hommes, en réalité, les médecins, les poètes, parfois des politiciens. Les législateurs aussi, qui vont pouvoir nous donner une vision de la société, et à travers ça, on va essayer de comprendre ce que ressentaient les femmes, mais à travers le regard des hommes. Et c'est là toute la difficulté d'un tel sujet. Quel est le cadre géographique de votre étude? Vous n'avez pas réduit vos recherches à la ville de Rome? Non, parce que si je me réduisais à la ville de Rome, je n'aurais eu qu'une vision citadine des amours finalement. Et je voulais pouvoir embrasser un petit peu toutes les catégories sociales, en passant par la campagne, les esclaves, les petites villes, perçues comme une femme féconde. Mais dans le fond, c'est toujours vrai aujourd'hui. Alors, à Rome, revenons quand même à la stérilité qui est un motif de répudiation. Tout à fait. Donc une femme stérile pourra être répudiée, et il faut savoir évidemment que quand on n'a pas d'enfant dans un couple, on montre du doigt l'épouse en général. Un homme sera considéré uniquement stérile s'il est impuissant. Tout est relié en fait au niveau du phallus. S'il n'est pas capable de faire son devoir conjugal, il est stérile, mais on ne dira jamais qu'un homme qui peut faire l'amour avec sa femme est stérile. Ça, ce n'est pas possible. Mais alors, quelle est la place laissée au plaisir féminin dans un tel cadre conjugal? Alors, les femmes mariées ne sont pas censées éprouver énormément de plaisir dans le cadre de leur rapport intime avec leur mari. Il n'est pas proscrit, ce plaisir, mais il ne doit pas être recherché. S'il vous tombe dessus par hasard, c'est très bien, vous avez de la chance, mais vous n'avez pas à le rechercher particulièrement. Mais D'où une grande méfiance pour le clitoris, par exemple. Par exemple, le seul auteur antique qui nous laisse entendre qu'une femme peut avoir un plaisir au niveau du clitoris, c'est le poète Ovide, mais qui le dit de manière extrêmement pudique, en disant aux hommes qu'il faut qu'ils trouvent l'endroit où la femme aime à être caressée, et ensuite il décrit quelque chose qui semble ressembler à l'orgasme. Mais c'est le seul, et c'est quelqu'un qui a une approche de l'amour très, très charnelle, qui tient beaucoup à la séduction, et qui s'adresse à un public particulier, c'est-à-dire un public soit de prostituées, soit de gens, d'hommes essentiellement, qui cherchent à séduire, donc de jeunes hommes qui rencontrent des femmes. Mais encore une fois, c'est le genre de lecture qu'une bonne matrone n'est pas censée avoir. Quels sont les critères de beauté d'une femme dans la période que vous avez étudiée dans votre ouvrage ? Alors, c'était très difficile de trouver un visage type de la beauté. Donc, j'ai écumé un certain nombre de livres pour essayer de dresser ce portrait robot. La chevelure, d'abord ? Tout d'abord, comme dans beaucoup de sociétés, la chevelure est essentielle. C'est la chevelure qui fait la femme. Donc elle doit être longue, abondante, brillante, soyeuse, enfin tous les adjectifs de beauté qu'on peut prêter à la chevelure. Elle est à la fois, cette chevelure, source de magie et de désir amoureux. Tout à fait. La chevelure, c'est ce qui fascine les hommes, du moins dans l'imaginaire collectif, et pas que chez les Romains d'ailleurs. Et donc, les femmes mariées, elles, sont invitées à coiffer leurs cheveux sous la forme de chignons ou d'autres types de coiffures pour essayer d'annihiler un petit peu ce pouvoir magique de la chevelure. Alors, parmi les autres critères de beauté, le visage, un beau visage, est un visage au teint blanc, frais, brillant, sans imperfection. Et Ovide a d'ailleurs laissé des recettes de beauté.
Oui, tout à fait. Ovide, qui pense beaucoup aux femmes, a écrit un livre qui s'appelle Les remèdes pour le visage. Et donc, il donne tout un tas de recettes pour avoir un teint blanc et frais, avec des choses assez étonnantes qui passent par des masques à la mie de pain ou à la lie de vin. Et d'autres auteurs parlent d'un masque à base de suc contenu dans la toison des brebis qui révulsait les narines les plus téméraires. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre de leur efficacité. Merci beaucoup Virginie Giraud d'être venue dans Les Bons Plaisirs. Je recommande très vivement votre ouvrage passionnant Les femmes et le sexe dans la Rome antique qui vient de paraître aujourd'hui chez Taillandier. Merci beaucoup Virginie Giraud d'être venue. Merci. En attendant le journal de la rédaction à 12h30, je vous propose de partager un plaisir extrait de l'essai du psychologue américain Paul Václavic, Comment réussir à échouer, un feuilleton en partenariat avec les éditions du Seuil et Psychologie Magazine, interprété par Jackie Berroyer et mis en onde par Somanina. Triste dimanche. Dommage que l'histoire d'Abou Bakr et du chat ne nous dise pas s'il était aussi gentil avec lui-même, car il y a des gens qui ne se considèrent pas comme dignes de leur amour. De prime abord, cela peut sembler invraisemblable, et déjà la Bible se préoccupe du contraire en nous demandant d'aimer notre prochain, au moins comme nous-mêmes. Mais ce n'était pas précisément le cas de János Janko, un Hongrois de la ville de Városháza. Certes, il n'était pas vraiment un philanthrope, mais il était tout de même de ces rares individus qui n'ont quasiment pas d'ennemis. Il était assez vieux pour avoir vécu l'histoire cauchemardesque de son pays depuis les années 30. En 1956, il trouva le moyen de s'échapper et commença à mener une existence raisonnablement satisfaisante dans le pays où le destin l'avait... Car pour elle, comme ça, en lui donnant cette fonction extrêmement importante... Mais au moins, il était tranquille. Malheureusement, le mythe nous raconte que Rhea Silvia, qui partait dans les bois chercher de l'eau pour les ablutions des objets sacrés, s'assoupit et Mars la trouve et la féconde. Elle ne s'en rend même pas compte, il faut croire que Mars est un amant discret. Et donc, elle tombe enceinte, ce qui embête bien Amulius, et lorsqu'elle accouche, Vesta, qui sait que ses enfants, donc Romulus et Rémus, vont avoir un grand destin, se cache les yeux, dit-on, pour ne pas voir sa servante accoucher. Et Amulius prend les deux bébés et les met dans un panier qu'il laisse dans le Tibre, ça rappelle un petit peu l'histoire de Moïse d'ailleurs. Et les deux enfants sont trouvés par un berger, Faustulus, et ces deux enfants vont être nourris par la suite par Acca Larentia, qui est la louve romaine, mais parce que c'est une prostituée en réalité. C'est un jeu de mots romain. La louve, c'est la prostituée, et donc elle est devenue l'image d'une louve animale dans l'iconographie romaine. Et Rhea Silvia restera le modèle à suivre. Expliquez-nous pourquoi. En quoi Rhea Silvia, son histoire a eu des conséquences sur la conception sexuelle des Romains ? En dépit du fait qu'elle soit une Vestale, c'est une femme qui est intéressante d'un point de vue moral parce qu'elle met au monde des enfants qui vont fonder Rome et donc se mettre au service de Rome, notamment Romulus qui va fonder la cité même s'il tue son frère Rémus, on lui pardonnera. Mais en tous les cas, c'est ça que les femmes romaines doivent retenir. C'est que leur rôle, comme Rhea Silvia, est de mettre au monde des enfants qui vont servir la cause de Rome. Alors à quoi ressemble la romaine idéale ? La première des qualités reste la vertu. Pourtant, la vertu est une qualité éminemment masculine. Oui, là aussi, les Romains ont un esprit assez amusant parce que le mot vertu vient du latin virtus, qui est basé sur le mot vir, qui signifie homme. Donc la vertu est par essence quelque chose de masculin. D'ailleurs, on voit dans le récit de Tite-Live qui nous parle de Lucrèce que Lucrèce a une âme virile, tellement elle est parfaite, tellement elle a une dignité très, très haute. Ce n'est même plus vraiment une femme en réalité. Et donc, on demande aux femmes d'être vertueuses à tout point de vue, mais c'est difficile pour elles, puisque les femmes ont plein de défauts, c'est leur nature. Eh bien, parce que effectivement, la matrone modèle ne doit être ni querelleuse, ni dépensière, ni colérique. Elle doit contrôler ses passions, son langage, et puis elle doit être également docile, gentille, sobre.
C'est la femme au foyer parfaite, en fait, qu'on attend, qui soit un soutien discret mais présent pour son mari, qui gère correctement sa maison, qui sait donner du travail aux esclaves et qui est discrète aussi, qui se souvient en permanence que son travail est de s'occuper de son foyer, de rester dans la sphère privée et de ne jamais aller s'ingérer dans la sphère publique. Évidemment, certaines femmes, surtout au 1er siècle, vont en avoir marre de cette idéologie et vont tenter de s'ingérer dans la sphère publique. Et une telle femme est qualifiée de pudica. La reine des vertus, ça reste tout de même la chasteté. Mais la chasteté n'est pas l'abstinence sexuelle. Tout à fait. Ça aussi, c'est une particularité qu'il faut bien comprendre dans l'esprit des Romains. La castitas, la chasteté, c'est un état de pureté. Mais ce n'est pas la chasteté au sens où on l'entend aujourd'hui, qui implique la privation de sexualité. Donc, une femme chaste, une matrone chaste, c'est une femme qui a des rapports sexuels avec son mari dans le but d'avoir des enfants. Oui, parce que la fécondité reste la qualité physique essentielle d'une femme. Pour l'homme romain, la capacité à procréer commande le choix d'une femme, d'une épouse. Oui, une femme doit être féconde, c'est là son rôle principal, du moins quand elle est une digne épouse, évidemment. On ne demandera pas à une prostituée d'avoir des enfants, ce serait beaucoup plus gênant. Et par contre, on a l'éloge d'une matrone qui est une longue inscription funéraire qu'on a retrouvée, qui nous parle d'une femme qui s'appelait Touréa et qui, en dépit du fait qu'elle était stérile, a été gardée par son mari parce que leur amour était extrêmement fort. Et c'est une belle histoire que les historiens se racontent entre eux parce qu'elle dénote finalement avec le contexte social de l'époque. Alors dans votre ouvrage, vous donnez l'exemple de ce médecin Soranos qui donne des astuces pour le futur marié, pour choisir sa fiancée. Elle doit par exemple ne pas être trop masculine, trop grosse, ni trop molle. Et puis elle doit avoir par exemple une bonne digestion. Oui, Soranos d'Éphèse est un médecin du IIe siècle qui travaille essentiellement pour l'aristocratie et qui ne perd pas de vue que ses clients veulent avoir des enfants. Donc il donne effectivement ses conseils qui n'existent pas dans l'autre sens. On ne sait pas reconnaître un homme fécond de prime abord, mais en tous les cas, les hommes doivent savoir que la femme avec qui ils vont se marier est potentiellement féconde. Et pour ça, on donne des petits aspects physiques, mais qui relèvent aussi d'une certaine forme de beauté, puisque une femme d'apparence féminine sera Bonjour et bienvenue dans les bons plaisirs de France Culture. Au menu du jour, votre feuilleton quotidien, Comment réussir à échouer, interprété par Jackie Royer, la session musicale inédite de Mathieu Conquet, le voyage dans l'art de France de Jean-Marie Pérouse de Monclos, et Sylvie Hasbrook reviendra en fin d'émission sur une émotion revisitée de façon très subjective. En cette rentrée littéraire, comment choisissons-nous vraiment un livre ? L'art critique, le bouche à oreille, la promotion médiatique, la prescription d'un leader d'opinion guide nos choix. Mais nous sommes également influencés par la couverture d'un livre. Comment les éditeurs conçoivent-ils cette vitrine du livre ? Pourquoi les couvertures françaises de livres sont-elles plus austères que les anglo-saxonnes ? Est-ce que le livre numérique tuera à terme la couverture de livres ? Pourquoi les couvertures de poche sont-elles plus attractives que les couvertures en grand format? Quelques éléments de réponse dans la seconde partie des bons plaisirs. Mais avant cela, je vous propose de nous pencher sur les plaisirs et contraintes de la sexualité féminine dans la Rome antique. Bonjour Virginie Giraud. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et vous publiez aux éditions Taillandier Les femmes et le sexe dans la Rome antique. Première question, Virginie Giraud, est-ce que la sexualité féminine représentée dans une série comme Rome, est-ce que cette sexualité est juste, historiquement, socialement ? C'est une vaste question, donc il faut garder à l'esprit évidemment que les péplums, les séries sont d'abord faits pour nous divertir, nous, public du 21e siècle, et donc il faut accrocher le public avec des choses un petit peu sexy, glamour, et donc on met en scène une sexualité qui relève davantage des poncifs, des clichés, mais qui n'est pas extrêmement réaliste, même si néanmoins on peut s'apercevoir que certaines scènes vont
puiser un petit peu leur imaginaire dans la réalité. Par exemple, certaines scènes dont je me souviens dans la série Rome, où on voyait la fille du protagoniste principal dans un bordel bas de gamme, faisant tout un tas de passes dans la journée. Ça a pu exister, par exemple. Mais après, le côté très sexuel, omniprésent, les orgies, comme on peut voir dans le Satyricon, par exemple, ce vieux film italien que tout le monde connaît, ça, c'est vraiment ce qui relève d'une sexualité tout à fait fantasmée. Alors, dans votre ouvrage, vous analysez l'érotisme du point de vue féminin, mais en appliquant à l'érotisme la célèbre définition de Georges Bataille, l'activité sexuelle des hommes est érotique à chaque fois, qu'elle n'est pas rudimentaire, qu'elle n'est pas simplement animale. Vous vous intéressez à la sexualité féminine dans son ensemble, vous ne vous cantonnez pas aux actes sexuels. Tout à fait. Pour moi, ce qui était essentiel dans ce livre, c'était de comprendre à quoi ressemblait le quotidien des femmes. Et donc, je suis partie de la sexualité, vu que, en fait, votre statut social va définir ce que vous pouvez faire en termes de sexualité ou pas. Donc, c'était un thème de recherche qui était assez vaste, et je ne pouvais pas me cantonner uniquement aux pratiques sexuelles, puisque l'érotisme, c'est bien plus que ça. Ça passe aussi par plaire, donc l'art du maquillage, des vêtements. Qu'est-ce qu'une belle femme dans l'Antiquité? C'était des questions que je me posais et auxquelles j'ai voulu répondre avec ce livre. Alors, le plus difficile dans ce genre d'enquête historique, c'est que l'érotisme relève, vous le disiez, d'une part de l'indicible, et puis d'autre part, les femmes n'ont laissé que très peu de témoignages sur leur vie sexuelle. Effectivement, il y a pas vraiment de femme auteure. On connaît une auteure pour l'Antiquité, qui est la poétesse Sulpicia, qui écrivait des très jolis poèmes d'amour, comme une adolescente de bonne famille qui fréquentait les cercles des poètes élégiaques. Mais autrement, on n'a que quelques rares témoignages de femmes, préservés notamment à travers les graffitis de Pompéi. Et encore, il est souvent difficile de dire si le graffiti vient d'une femme ou d'une autre personne. Donc il faut passer par le regard des hommes, en réalité, les médecins, les poètes, parfois des politiciens. Les législateurs aussi, qui vont pouvoir nous donner une vision de la société, et à travers ça, on va essayer de comprendre ce que ressentaient les femmes, mais à travers le regard des hommes. Et c'est là toute la difficulté d'un tel sujet. Quel est le cadre géographique de votre étude? Le mauvais personnage dans la République, dans l'idée des Romains, en fait, la tyrannie, c'est quelque chose qui est porté par les rois, décide de déshonorer Lucrèce. Donc, il la viole, et du coup, elle se retrouve souillée. Et son mari et son père, qui savent très bien qu'elle est chaste et donc qu'elle n'a pas séduit le prince, lui disent de continuer à vivre pour pouvoir se défendre contre son déshonneur. Mais elle refuse. Elle préfère se suicider en disant que aucune femme ne pourra dire qu'elle survit à un viol en se revendiquant de Lucrèce. Et donc elle se suicide, et par là devient le symbole de la ville de Rome, outragée par les tyrans, et qui va devoir donc se battre contre ces tyrans. Mais pour les femmes, l'aspect important, c'est vraiment ça. C'est si je suis violée, je dois me suicider, parce que ce n'est que par le sang que je peux réparer un tel crime. Alors, les règles de l'économie sexuelle ne sont pas les mêmes depuis la fondation de Rome jusqu'à sa chute. Et vous avez circonscrit votre étude au début de l'Empire, c'est-à-dire entre l'accession au pouvoir des Julio-Claudiens jusqu'à la fin des Flaviens, c'est-à-dire entre 27 avant notre ère et 96. Effectivement, c'est une période qui... Pourquoi avoir choisi cette période ? Elle est extrêmement intéressante, puisque c'est une période que certains appellent l'émancipation féminine. On est à la fin de la République, à un moment où le futur empire devient extrêmement prospère. Auguste accède à l'empire, il n'y a plus de problèmes politiques, les guerres civiles sont terminées. Et donc, les femmes essayent d'en profiter pour prendre un peu plus de liberté au quotidien, portée par des figures de proue comme Claudia, qui est la lesbie du poète Catulle. Mais encore une fois, ce sont des femmes qui appartiennent à l'aristocratie, qui sont très riches, libres, qui ne sont pas dépendantes des hommes, et qui représentent un petit peu un écran de fumée en réalité. Parce que quand vous êtes une plébéienne lambda, que vous devez travailler pour vivre, vous n'avez pas accès à cette liberté. Alors, le contexte, vous le disiez, social et politique, permet aux femmes les plus privilégiées de desserrer le carcan de la coutume. Il règne un climat de débauche ambiante, d'infidélité. Mais le paradoxe, c'est que la législation des Julio-Claudiens et des Flaviens font constamment référence aux valeurs ancestrales. Effectivement, le mos maiorum, donc c'est la coutume des ancêtres, est ce qui est essentiel dans l'Antiquité romaine. On doit vivre selon les bonnes mœurs qui ont été fixées par nos ancêtres.
Donc les gens doivent s'y plier et la législation va dans ce sens-là. Néanmoins, pour essayer de relancer la natalité qui est en berne au 1er siècle, puisqu'on constate bien que la population n'augmente pas beaucoup quand on fait des études approfondies, Auguste a l'idée de libérer les femmes du joug des hommes en leur donnant une véritable émancipation financière et juridique si elles ont eu 3 enfants. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez perfide en réalité, puisque il faut avoir au moins 3 grossesses, 3 enfants qui vivent au moins en bas âge. Ça vous prend quand même un certain temps, en sachant que les grossesses sont quelque chose de très périlleux, de même que les accouchements. On a 5 à 10% de taux de mortalité quand même à chaque accouchement, ce qui n'est pas négligeable. Et donc il faut risquer sa vie en tant que bonne citoyenne pour espérer devenir une femme émancipée. Virginie Giraud, pour Pierre Grimal, l'histoire de Rome commence par un roman d'amour. Romulus est le fils d'une Vestale, Rhea Silvia, qui n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Elle tombe enceinte sans le savoir du dieu Mars. Oui, c'est une très jolie phrase de Pierre Grimal que je tenais à reprendre dans mon livre, effectivement. Rhea Silvia est elle aussi un symbole. Tout le monde, quand on s'intéresse à l'Antiquité romaine, sait que les Vestales jouent un rôle essentiel dans la cité. Leur travail, c'est de garder le feu de Vesta allumé en permanence et de servir cette déesse du foyer pour que la déesse assure la pérennité de Rome. Et comme Vesta est une déesse chaste, une déesse qui refuse les amours, ses servantes doivent être des femmes elles aussi parfaitement chastes et pures à tout point de vue, pas uniquement au niveau sexuel, mais également au niveau social. Elles ne doivent être souillées ni par la mort, ni par d'autres choses, ni par une quelconque forme de violence. Et donc, le sexe est prohibé, puisque le sexe est une forme de violence et de souillure, comme l'a très bien montré Georges Bataille dans son étude. Et donc notre Rhea Silvia est faite Vestale par son oncle qui a chassé Amulius. C'est ça, Amulius, qui a chassé le père de Rhea Silvia du pouvoir, d'Albe la Longue, et il fait de sa nièce une Vestale pour qu'elle n'ait jamais d'enfant. Donc il prétend avoir quelque égard pour elle, comme ça, en lui donnant cette fonction extrêmement importante, mais au moins il était tranquille. Malheureusement, le mythe nous raconte que Rhea Silvia, qui partait dans les bois chercher de l'eau pour les ablutions des objets sacrés, s'assoupit et Mars la trouve et la féconde. Elle ne s'en rend même pas compte, il faut croire que Mars est un amant discret. Et donc, elle tombe enceinte, ce qui embête bien Amulius, et lorsqu'elle accouche, Vesta, qui sait que ses enfants, donc Romulus et Rémus, vont avoir un grand destin, se cache les yeux, dit-on, pour ne pas voir sa servante accoucher. Et Amulius prend les 2 bébés et les met dans un panier qu'il laisse dans le Tibre. Ça rappelle un petit peu l'histoire de Moïse d'ailleurs. Et les 2 enfants sont trouvés par un berger, Faustulus, et ces 2 enfants vont être nourris par la suite par Acca Larentia, qui est la louve romaine, mais parce que c'est une prostituée en réalité. C'est un jeu de mots romain. La louve, c'est la prostituée, et donc elle est devenue l'image d'une louve animale dans l'iconographie romaine. Et Rhea Silvia restera le modèle à suivre. Expliquez-nous pourquoi. En quoi Rhea Silvia, son histoire a eu des conséquences sur la conception sexuelle des Romains ? En dépit du fait qu'elle soit une Vestale, c'est une femme qui est intéressante d'un point de vue moral parce qu'elle met au monde des enfants qui vont fonder Rome et donc se mettre au service de Rome, notamment Romulus qui va fonder la cité même s'il tue son frère Rémus, on lui pardonnera. Mais en tous les cas, c'est ça que les femmes romaines doivent retenir. C'est que leur rôle, comme Rhea Silvia, est de mettre au monde des enfants qui vont servir la cause de Rome. Alors à quoi ressemble la romaine idéale ? La première des qualités reste la vertu. Pourtant, la vertu est une qualité éminemment masculine.
Oui, là aussi, les Romains ont un esprit assez amusant parce que le mot vertu vient du latin virtus, qui est basé sur le mot vir, qui signifie homme. Donc la vertu est par essence quelque chose de masculin. D'ailleurs, on voit dans le récit de Tite-Live qui nous parle de Lucrèce que Lucrèce a une âme virile, tellement elle est parfaite, tellement elle a une dignité très, très haute. Ce n'est même plus vraiment une femme en réalité. Et donc, on demande aux femmes d'être vertueuses à tout point de vue, mais c'est difficile pour elles, puisque les femmes ont plein de défauts, c'est leur nature. Eh bien, parce que effectivement, la matrone modèle ne doit être ni querelleuse, ni dépensière, ni colérique. Elle doit contrôler ses passions, son langage, et puis elle doit être également docile, gentille, sobre. C'est la femme au foyer parfaite, en fait, qu'on attend, qui soit un soutien discret mais présent pour son mari, qui gère correctement sa maison, qui sait donner du travail aux esclaves, et qui est discrète aussi, qui se souvient en permanence que son travail est de s'occuper de son foyer, de rester dans la sphère privée, et de ne jamais aller s'ingérer dans la sphère publique. Évidemment, certaines femmes, surtout au 1er siècle, vont en avoir marre de cette idéologie et vont tenter de s'ingérer dans la sphère publique. Et une telle femme est qualifiée de pudica. La reine des vertus, ça reste tout de même la chasteté. Mais la chasteté n'est pas l'abstinence sexuelle. Tout à fait. Ça aussi, c'est une particularité qu'il faut bien comprendre dans l'esprit des Romains. La castitas, la chasteté, c'est un état de pureté. Mais ce n'est pas la chasteté au sens où on l'entend aujourd'hui, qui implique la privation de sexualité. Donc, une femme chaste, une matrone chaste, c'est une femme qui a des rapports sexuels avec son mari dans le but d'avoir des enfants. Oui, parce que la fécondité reste la qualité physique essentielle d'une femme. Pour l'homme romain, la capacité à procréer commande le choix d'une femme, d'une épouse. Oui, une femme doit être féconde, c'est là son rôle principal, du moins quand elle est une digne épouse, évidemment. On ne demandera pas à une prostituée d'avoir des enfants, ce serait beaucoup plus gênant. Et par contre, on a l'éloge d'une matrone, qui est une longue inscription funéraire qu'on a retrouvée, qui nous parle d'une femme qui s'appelait Tourea, et qui, en dépit du fait qu'elle était... Vous n'avez pas réduit vos recherches à la ville de Rome ? Non, parce que si je me réduisais à la ville de Rome, je n'aurais eu qu'une vision citadine des amours finalement. Et je voulais pouvoir embrasser un petit peu toutes les catégories sociales, en passant par la campagne, les esclaves, les petites villes, les villages. Et ça aurait été tellement dommage de se priver de Pompéi quand même. Alors ce que vous montrez avec beaucoup de clarté dans votre ouvrage, c'est que la sexualité féminine romaine est avant tout un enjeu social, mais comme ce fut le cas pour la sexualité des femmes tout au long des siècles. Oui, c'est vrai, c'est un enjeu social qui est particulièrement prégnant chez les Romains, puisque comme c'est une société à honneur, c'est sur les femmes que repose l'honneur de la famille. Donc si une femme se déshonore en ayant une relation adultère ou en ayant une relation hors mariage, elle jette l'opprobre sur toute sa famille en réalité. Mais ça, ce n'est valable que pour les matrones ou les futures matrones, c'est-à-dire les femmes nées libres, les citoyennes si l'on peut dire, mais ce n'est pas valable dans d'autres classes sociales. On se fiche de ce que peut faire une jeune esclave par exemple, avec qui elle le fait, puisqu'elle n'a pas de dignité à défendre. Mais toutefois, une alternative est posée, soit devenir une mère chaste et respectable, ou bien être considérée comme une prostituée. Même si cette alternative est commandée par un très fort déterminisme social, le critère essentiel reste le comportement sexuel. Tout à fait. Mais l'alternative n'est pas si réelle, parce qu'en réalité, soit vous naissez dans une famille libre et la société, vos proches, tout le monde attend de vous que vous deveniez une matrone, et si vous dérogez à ça, si vous choisissez d'avoir une vie dissolue, vous êtes enregistré au bureau de l'édile comme étant une prostituée. Et ça, normalement, ça doit vous dissuader de le faire. Néanmoins, on sait que certaines femmes qui vivaient dans des conditions précaires pratiquaient occasionnellement la prostitution de manière plus ou moins visible, par exemple en ayant des amants avec la complicité du mari, et l'amant offrait des cadeaux et relevait un petit peu le niveau de vie de la famille. Mais si c'était découvert, on tombait sous le coup de la justice, le mari devenait un leno maritus, c'est-à-dire un mari macro, et la femme était dégradée en tant que prostituée. Si une matrone romaine se conduit de façon inappropriée, elle chute sexuellement, mais à contrario, une esclave affranchie, loyale, chaste, prude, peut se marier avec un citoyen romain.
Tout à fait, mais dans certaines limites. Il faut Quelles effectivement, sont les limites? comme vous le soulignez, il faut qu'elle soit loyale, intègre, qu'elle ait eu bonne réputation, qu'elle n'ait pas pratiqué la prostitution et qu'elle ait été affranchie par son maître, soit pour se marier avec lui, soit avec un homme de son choix, mais qui recevra la caution du maître. Mais ce sont des cas qui sont possibles, mais qui sont relativement rares. En général, les affranchis se marient plutôt entre eux. Et une prostituée peut difficilement quitter sa condition. Ah, pour elle, c'est terminé. Elle est souillée par l'infamie de son métier et il lui est impossible de devenir une matrone, sauf en de très rares cas, mais vraiment extrêmement rares. C'est le cas d'Ispala Faekenia, qui a dénoncé en fait le culte bachique en 186 comme étant extrêmement dangereux. C'est l'archétype de la prostituée loyale qui a aidé son maître à échapper à ce culte très dangereux qui était le culte de Bacchus. Et donc, elle est remerciée par les autorités politique en lui accordant le titre de matrone. Mais effectivement, on est dans quelque chose d'extrêmement rare et les prostituées dans la vie quotidienne ne pouvaient pas espérer une telle élévation sociale. Alors Virginie Giraud, vous le disiez tout à l'heure, ce sont évidemment les hommes qui codifient le comportement sexuel des Romaines. Ils codifient leur corps, leurs désirs, leurs devoirs sexuels. Tout cela est soumis à des règles, à la morale, à la coutume. Effectivement, donc la société est cadrée par les hommes et ce que les hommes souhaitent faire de cette société. Et donc, ils ont établi tout un tas de règles qui ont permis aux femmes de se créer une morale à laquelle elles devaient adhérer. Donc ça passe par 2 étapes. La première, ce sont les mythes politiques, dans lesquels, dans mon livre, je fais une lecture féminine, c'est-à-dire je me suis demandé, mais ces mythes politiques que les hommes connaissent, qui les invitent à sauvegarder Rome, à protéger les citoyens, qu'est-ce que les femmes, elles, pouvaient en faire, puisqu'elles les connaissaient, ces mythes? Eh bien, en réalité, ces mythes les invitent à devenir, quand elles sont des matrones ou des futures matrones, des femmes chastes et dignes. Par exemple, le mythe de Lucrèce, que tout le monde connaît. Donc cette femme très digne, très belle, qui filait la laine tranquillement pendant que son mari Collatin allait faire la guerre, est vraiment l'archétype de la matrone idéale. Et comme elle était très belle, très chaste, très pudique, le vilain prince, puisque le prince c'est toujours le stérile, a été gardé par son mari parce que leur amour était extrêmement fort. Et c'est une belle histoire que les historiens se racontent entre eux, parce qu'elle dénote finalement avec le contexte social de l'époque. Alors dans votre ouvrage, vous donnez l'exemple de ce médecin Soranos qui donne des astuces pour le futur marié, pour choisir sa fiancée. Elle doit par exemple ne pas être trop masculine, trop grosse, ni trop molle. Et puis elle doit avoir par exemple une bonne digestion. Oui, Soranos d'Éphèse est un médecin du IIe siècle qui travaille essentiellement pour l'aristocratie et qui ne perd pas de vue que ses clients veulent avoir des enfants. Donc il donne effectivement ses conseils qui n'existent pas dans l'autre sens. On ne sait pas reconnaître un homme fécond de prime abord, mais en tous les cas, les hommes doivent savoir que la femme avec qui ils vont se marier est potentiellement féconde. Et pour ça, on donne des petits aspects physiques, mais qui relèvent aussi d'une certaine forme de beauté, puisque une femme d'apparence féminine sera perçue comme une femme féconde, mais dans le fond, c'est toujours vrai aujourd'hui. Alors, à Rome, revenons quand même à la stérilité qui est un motif de répudiation. Tout à fait. Donc une femme stérile pourra être répudiée et il faut savoir évidemment que quand on n'a pas d'enfant dans un couple, on montre du doigt l'épouse en général. Un homme sera considéré uniquement stérile s'il est impuissant. Tout est relié en fait au niveau du phallus. S'il n'est pas capable de faire son devoir conjugal, il est stérile, mais on ne dira jamais qu'un homme qui peut faire l'amour avec sa femme est stérile. Ça, ce n'est pas possible. Mais alors, quelle est la place laissée au plaisir féminin dans un tel cadre conjugal ? Alors, les femmes mariées ne sont pas censées éprouver énormément de plaisir dans le cadre de leur rapport intime avec leur mari. Il n'est pas proscrit, ce plaisir, mais il ne doit pas être recherché. S'il vous tombe dessus par hasard, c'est très bien, vous avez de la chance, mais vous n'avez pas à le rechercher particulièrement. D'où une grande méfiance pour le clitoris, par exemple. Par exemple, le seul auteur antique qui nous laisse
prétendre qu'une femme peut avoir un plaisir au niveau du clitoris, c'est le poète Ovide, mais qui le dit de manière extrêmement pudique, en disant aux hommes qu'il faut qu'ils trouvent l'endroit où la femme aime à être caressée, et ensuite il décrit quelque chose qui semble ressembler à l'orgasme. Mais c'est le seul, et c'est quelqu'un qui a une approche de l'amour très, très charnelle, qui tient beaucoup à la séduction, et qui s'adresse à un public particulier, c'est-à-dire un public soit de prostituées, soit de gens, d'hommes essentiellement, qui cherchent à séduire, donc de jeunes hommes qui rencontrent des femmes. Mais encore une fois, c'est le genre de lecture qu'une bonne matrone n'est pas censée avoir. Quels sont les critères de beauté d'une femme dans la période que vous avez étudiée dans votre ouvrage ? Alors, c'était très difficile de trouver un visage type de la beauté. Donc, j'ai écumé un certain nombre de livres pour essayer de dresser ce portrait robot. La chevelure d'abord ? Tout d'abord, comme dans beaucoup de sociétés, la chevelure est essentielle. C'est la chevelure qui fait la femme. Donc elle doit être longue, abondante, brillante, soyeuse, enfin tous les adjectifs de beauté qu'on peut prêter à la chevelure. Elle est à la fois, cette chevelure, source de magie et de désir amoureux. Tout à fait. La chevelure, c'est ce qui fascine les hommes, du moins dans l'imaginaire collectif et pas que chez les Romains d'ailleurs. Et donc, les femmes mariées, elles, sont invitées à coiffer leurs cheveux sous la forme de chignons ou d'autres types de coiffures pour essayer d'annihiler un petit peu ce pouvoir magique de la chevelure. Alors, parmi les autres critères de beauté, le visage, un beau visage, c'est un visage au teint blanc, frais, brillant, sans imperfection. Et Ovide a d'ailleurs laissé des recettes de beauté. Oui, tout à fait. Ovide, qui pense beaucoup aux femmes, a écrit un livre qui s'appelle Les remèdes pour le visage. Et donc, il donne tout un tas de recettes pour avoir un teint blanc et frais, avec des choses assez étonnantes qui passent par des masques à la mie de pain ou à la lie de vin. Et d'autres auteurs parlent d'un masque à base de suc contenu dans la toison des brebis qui révulsait les narines les plus téméraires. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre de leur efficacité. Merci beaucoup Virginie Giraud d'être venue dans Les Bons Plaisirs. Je recommande très vivement votre ouvrage passionnant, Les femmes et le sexe dans la Rome antique, qui vient de paraître aujourd'hui chez Taillandier. Merci beaucoup Virginie Giraud d'être venue. Merci. En attendant le journal de la rédaction à 12h30, je vous propose de partager un plaisir extrait de l'essai du psychologue américain Paul Watzlawick.